Quand on a roulé sur la terre entière, on meurt d'envie de retour dans le train, le nez au carreau, d'ouvrir la portière et d'embrasser tout comme du bon pain. Ce vieux clocher dans le soleil couchant, ça sent si bon la France. Maurice Chevalier, oui, je n'hésite pas en ce moment, vu que les heures sont sombres, il faut revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi ? Eh ben, c'est que ça sent si bon la France, c'est quoi ? C'est ces grandes marques françaises. Pétain contre la France de l'apéro. Oui, on va vous raconter ça. Le pastis Ricard en fera les prés en 40. La vache qui rit. Elle est née pendant la guerre sur un camion de ravitaillement. Et la comptine, c'est la mère Michel, a donné naissance aux pâtes les plus connues du monde. Et oui, André Berkoff, eh bien aujourd'hui, on va vous raconter le génie bleu, blanc, rouge et on va en parler avec deux grands journalistes, Guillaume Fischer et Raphaël Turca, qui publient donc chez Food Éditions la petite histoire de 100 grandes marques La Belle France de 1846 à nos jours. Alors bonjour à tous les deux. Bonjour. Voilà, et merci d'avoir fait le déplacement parce que vous venez de Tours, je crois, Guillaume. C'est ça. Alors une des ça va, très il ne pas du belles... Kamchatka, n'exagère pas. Hein. Ouais. Moi, je viens de Barbès. Hein. Voilà, de Lui, Barbès, c'est plus dangereux. Alors, une des premières histoires que vous racontez dans cet ouvrage, qui est vraiment très passionnant, nous transporte donc en 1856, date à laquelle régnait encore la censure ecclésiastique. Guillaume Fischer, racontez-nous. Alors effectivement, Pierre Larousse, qui est un distingué linguiste bourguignon, décide de créer, à l'époque ça ne s'appelait pas encore le Petit Larousse, mais le nouveau dictionnaire de la langue française. À l'époque, l'Église régente, entre guillemets, l'éducation des jeunes Français et voit d'un très mauvais œil l'arrivée de ce concurrent, qui deviendra le Petit Larousse. Au sein de ces 714 pages, se trouve l'idée que le dictionnaire apprend à tout le monde sur toutes les choses. Ce que n'apprécie guère l'Église, la devise du dictionnaire est « je sème à tout vent ». Et oui, c'est resté d'ailleurs. C'est resté. Pierre Larousse, qui est un anticlérical républicain, adepte de la philosophie des Lumières, a émaillé son dictionnaire de petites piques contre l'institution cléricale. Et le plus drôle, c'est que le mot curé apparaît avec un petit c. Par contre, en revanche, le mot maître instituteur, un grand M à maître, un grand I à instituteur. Il faut savoir que le dictionnaire sortira de l'index de l'Église, donc sera accepté par l'Église, seulement en 1948. Ah oui, c'est la date où la censure a été levée. Exactement. De 1856 à 1948, c'était à l'index. C'était à l'index, exactement. Pas mal, presque un siècle, oui. Eh oui, c'est incroyable. Et donc, effectivement, la dernière version de l'index est sortie donc en 1948. Elle comptait 5000 ouvrages, André Berkoff. Alors, il y avait des récits philosophiques et politiques et des experts ont soulevé effectivement quelques paradoxes à l'époque, notamment la présence d'auteurs connus donc pour leur attachement au catholicisme, comme Charles Maurras, et l'absence de livres comme Mein Kampf, André, ce qui est quand même assez étonnant. Pas tellement. Mais... Pourquoi ? Étonnant quand même. Alors Guillaume Fischer, on peut dire qu'il n'y a pas que les livres qui ont effectivement subi à l'époque les foudres de l'Église, il y a aussi certains breuvages qui en ont fait les frais, notamment une liqueur qui date, elle, de 1510, la fameuse bénédictine. Alors effectivement, la fameuse bénédictine qui à l'époque ne s'appelle pas du tout la bénédictine, mais qui doit son nom à un moine vénitien hébergé à l'abbaye des bénédictins de Fécamp en Normandie. Et donc, ce moine imagine cette fameuse recette à partir de 27 plantes. La recette reste tranquillement dans l'abbaye et ce n'est qu'en 1791, quand les moines bénédictins sont expropriés par les révolutionnaires, que l'un d'eux, qui s'appelle Don Louis Ambroise, voilà, exactement, récupère le manuscrit et le sauve. Il le donne ensuite à un notable de Fécamp, Prosper Couillard, avec qui il visite l'hôpital. Ils sont assez liés amicalement. Et donc ce fameux Prosper Couillard le lèguera lui-même à sa fille, Eugénie. Et ça s'appelait comment ?
ça ne s'appelait pas. Mais en fait, la recette... Il aurait pu l'appeler la liqueur Couillard. Ça aurait été intéressant. En tout cas, la recette, bon, à la base, il faut expliquer que c'était en fait un élixir, on dit que c'était un élixir de santé, mais la recette, en fait, va inquiéter l'Église. Racontez-nous notamment l'archevêque de Rouen. Alors effectivement, donc Eugénie, la fille de Prosper Couillard, elle se marie avec Vincent le Grand et ils donnent naissance à leur fils Alexandre. Et c'est ce même Alexandre qui, à partir de 1852, transformera cet élixir non nommé en véritable liqueur. Il modifiera un petit peu la recette et surtout il prendra les attributs religieux pour faire la publicité sur sa bénédictine. À l'époque, ça s'appelait la liqueur des moines bénédictins. Et c'est là où effectivement il s'attirera les foudres de l'Église et notamment l'évêque de Rouen qui lui demande de cesser immédiatement. Oui, parce qu'il avait habillé, il y avait un moine sur la... Alors le fameux Alexandre ne se décourage pas, ne se laisse pas faire et prend rendez-vous auprès du ministre de l'Intérieur en lui disant « Je suis victime d'une ségrégation de la part de l'Église ». Il vient avec 2 bouteilles donc au ministère de l'Intérieur et effectivement la plainte est annulée. Ah oui, ils ont dû s'en prendre. Ils ont bien dégusté à mon avis. Donc effectivement, donc la plainte est classée et il faut le préciser qu'aujourd'hui, eh bien le manuscrit qui renferme la composition secrète de cette liqueur repose dans le fameux palais bénédictine à Fécamp-André où cette liqueur donc est fabriquée depuis plus d'1 siècle. Alors André Berkoff, si je vous cite ce slogan heureux comme un pastis, comme un 51 dans l'eau, vous me répondez quoi? Ça me rappelle quelqu'un avec qui j'ai vécu quelques soirées assez remarquables qui s'appelait Serge Gainsbourg. Et Serge Gainsbourg, lui, ne prenait jamais un 51, il prenait un 102. Parce qu'il prenait tout de suite les 2 doses. Et il commandait d'ailleurs un 102. Et j'ai des grands souvenirs du côté des Champs-Élysées ou de Saint-Germain-des-Prés, de dégustation, en tout cas, de sa part à lui. Moi, je suis moins pastis, de 102. Et j'ai l'impression qu'il y a eu quelques échanges. Il y a eu quelques échanges entre Serge Gainsbourg et le romancier et journaliste Antoine Blombin à propos de l'ivresse et de l'alcool. Écoutons-les. Un de tes plus beaux aphorismes, c'est « on boit ensemble, mais on est sous tout seul ». Explication. Eh bien, on n'est pas sous avec quelqu'un, on est sous avec soi-même. Eh bien, moi, quant à moi, je dirais que quand je bois, je ne suis pas seul en sens que je vois double. Il y a Gainsbourg et Gainsbar. Ah, c'est pas bête. Et s'il y a une glace... Quand Gainsbourg se barre, si Gainsbar se bourre. Tu es 4. Ben, comme moi. Dans une glace, je me vois 4. Et c'est pas fini. Ce soir, je serai 8. Une autre phrase de ce jeune homme, fringant, je ne me drogue pas car on ne trinque pas avec une seringue. Avec une seringue, non. Mais avec une double seringue, dans un bon petit verre, ça va tout seul. Ah oui, on peut mettre aussi le bocal puis l'injection. Extraordinaire. Antoine Blondin, c'était un alcoolique notoire, André. Il disait, je ne bois pas pour être saoul, mais pour changer les couleurs de la vie. C'est une belle... Blondin, on pourra en parler aussi pendant des heures, c'est clair. Hein. Alors, Guillaume Fischer, parlons effectivement de Paul Ricard, qui lui, en 1932, crée le fameux pastis. Il a à l'époque donc 22 ans. Très vite, les ventes décollent en France et à l'étranger, mais les événements vont contrarier l'expansion de sa marque. Racontez-nous. Raphaël. Alors effectivement, déjà, il faut dire que pastis signifie mélange trouble en occitan, mais ça c'est simplement pour la petite culture générale. Effectivement, les événements vont précipiter le destin de Paul Ricard, puisque le gouvernement de Vichy décide d'interdire la fabrication de la distillation d'alcool en règle générale. Sur toute la France, enfin générale, oui. Exactement. Pour finalement aller à l'encontre de cette fameuse France de l'apéro du Front populaire qui avait précipité la défaite de mai-juin 1940. Et donc à ce moment-là, eh bien le fameux Paul Ricard se reconvertit dans le jus de fruits et également emploie Quelle décadence. Quelle décadence. Et emploie ses salariés dans ses rizières, puisqu'il avait d'énormes propriétés. C'est ça. Ouais, Exactement. Ouais.
Et alors donc effectivement, je cite dans le livre qu'il sillonnait donc effectivement ces rizières à cheval, évidemment sa propriété, en disant toujours qu'il emmerdait le maréchal Pétain et son gouvernement. Ça en est à peu près en 1941. Et oui, Ricard était connu pour ses saillies effectivement anti-pétainistes, André Berkoff. En tout cas, il fut un temps où l'on pensait que l'alcool réchauffait et donnait du courage, raison pour laquelle les poilus en buvaient dans les tranchées. Mais les soldats avaient à cette époque un autre allié, André, la fameuse gauloise. T'es bien sapé dans ton futal, comme une cibiche qu'on fume au bal, comme une frangine qui part en douce, casse sa valise dans sa frimousse, et qui vous laisse sur le pavé à faire tranquille des rangs de fumée. Et oui, sublime chanson dans laquelle Léo Ferré s'adresse à sa cigarette comme une amante, André. Alors, Raphaël Turquois, quelle est l'histoire de cette marque, la fameuse gauloise, les Gaulois, ces fameuses cigarettes? Avant de raconter l'histoire, j'aimerais bien dire les deux derniers vers de Léo Ferré. Il dit « T'es ma gauloise, t'es mon tison. T'es ma gauloise, t'es mon patron. » Ah, magnifique. Et donc l'histoire de la gauloise, ça débute pendant la guerre de Crimée, où les Français se battent aux côtés des Britanniques et des Turcs. Et dans les troupes turques, il y a des Hongrois qui fument du tabac dans du papier. On se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc, alors que tout le monde fume la pipe. Et très vite, ça va être adopté par les soldats français. Et l'État va commencer donc à commercialiser les hongroises. C'est en 1876, je crois, et jusqu'en 1910, où on se dit, c'est un peu con d'appeler ça les hongroises, alors qu'on est le pays des Gaulois, donc on va appeler ça la gauloise. Et ça devient une cigarette de troupe, il y en a deux. Il y a la caporale, la gauloise caporale, l'ordinaire, et la Maryland, qui est un peu plus sophistiquée. Mais bon, ça reste du tabac... Faut la fumer le matin, quoi, la gauloise. Hein. Ça tourne la tête, et puis ça envoie du monde, ça envoie du monde sous terre. Et qui a eu l'idée, en fait, de ce logo, vous savez, ce célèbre casque? Alors, c'est un designer, un publicitaire un illustrateur qui s'appelle Maurice Géaud, qui fait un casque presque à la Uderzo avant l'heure, c'est-à-dire un casque qui n'est pas modernisé. C'est vraiment le casque gaulois, comme on l'imagine, était porté à l'époque. Et il est modernisé par un graphiste qui s'appelle Marcel Jacquenot. Et l'histoire est assez intéressante parce que pour moi qui suis un grand fan de pop culture, Denis Quillard va se faire appeler, qui est un chanteur pop des années 70, est un grand fan des Gauloises et va se faire appeler Jacquenot. Ah ouais. Et donc il va créer le premier groupe punk français qui s'appelle Stinky Toys. Ouais. Après il va faire un duo pop avec Elie Medeiros, Elie et Jacquenot. Il va se faire connaître au grand public en jouant en rectangle, avec un sublime clip tourné à Beaugrenelle, là juste en face de votre radio. Et voilà, l'histoire est assez marrante. Ah ouais. Oui. Eh bien, citons, André, quelques autres célèbres fans de Gauloise, donc Jean-Paul Sartre, George Orwell, Renaud, Bachung. On se retrouve en tout cas dans un instant sur Sud Radio. On va continuer donc de parler de l'histoire des grandes marques françaises. Et effectivement, vous allez voir que certaines nous réservent encore bien des surprises. Alors à tout de suite. Ce gros-là, c'est le Bombel, parfait d'un bout de l'année à l'autre. Il y a le Babybel, et il y en a bien d'autres encore. Et croyez-moi, les fromages Bell, marque Vache qui rit, c'est l'assurance. L'assurance fromage. La vache qui rit. Écoutez, le génie de Pauline Carton sera toujours inégalé, vous avez entendu, hein? D'abord, ça a commencé par la pub Banania, et puis la musique des Dim, tout le monde connaît, et enfin... Pauline Carton. Et ce qui est formidable dans ce bouquin dont on parle, qu'a fait Guillaume Fischer et Raphaël Turquois, c'est encore une fois l'histoire des 100 marques qui ont fait la France, enfin on peut dire ça, le label France comme on dit. Mais ce qui est formidable, c'est qu'à la base de chaque produit, Céline, à la base de chaque invention, il y a une histoire qui a fait qu'à un moment donné, quelque chose qui existait à peine, et puis, bah, ça remarque, et ça fonce, et ça explose. Et justement, il y a toujours
des personnalités, des people qui ont fait exploser la marque. Et oui, effectivement, certaines grandes marques françaises ont été rendues célèbres par des personnalités comme Lennon, Marilyn Monroe, Jackie Kennedy ou encore Brigitte Bardot, André Berkoff. On va en parler effectivement avec Guillaume Fischer et Raphaël Turca qui publient donc chez Food Édition la petite histoire de 100 grandes marques, la belle France. Mais avant, écoutons ça. C'est la mère Michel qui a perdu son chat, qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra. C'est le père Lustucru qui lui a répondu: allez la mère Michel, votre chat n'est pas perdu. Lustucru. Et oui, André Lustucru, eh bien cette célèbre comptine a donné naissance en 1871 à cette marque de pâtes qui est quand même la plus célèbre au monde, Raphaël Turquin. Bah oui, on est français. Et là, on bat les Italiens avec un de leurs produits. Donc c'est super intéressant parce que la marque naît effectivement en 1871, mais elle s'appelle pas Lustucru à l'époque. Et c'est une entreprise familiale tenue par les quartiers millions. Et il faut attendre qu'un des enfants de la famille grandisse. Le type qui s'appelle Albert, je crois, oui, Albert Cartier-Million, c'est un génie du marketing. Et il se dit, à l'époque, les pâtes sont vendues en vrac, c'est-à-dire une pratique qui revient un peu à la mode aujourd'hui. Il se dit, c'est vendu dans des sacs de toile de jute, et il se dit, il faut peut-être que ça sera plus pratique si on met ça dans des boîtes en carton. Donc, il vend dans les boîtes en carton, et bien sûr, la boîte en carton, il faut un peu l'embellir. Donc, il lance un grand concours, et c'est comme ça que naît le damier bleu foncé et bleu ciel, qui fait la marque de reconnaissance de la marque. Mais il n'y a pas encore de nom. Et le soir de la remise du prix de ce concours, il y a un type visiblement un peu éméché qui commence à chanter la chanson de la mère Michel et du père Lustucru. Et Albert, le lendemain, quand il se réveille avec la barre dans la tête, une bonne gueule de bois, la comptine tourne encore dans sa tête et il se dit, pourquoi pas l'appeler la mère Michel ou le père Lustucru ? Les deux noms sont conservés. Ah, la mère Michel et le père Lustucru. Voilà. Ouais. La mère Michel, c'est les pâtes aux œufs frais, et le père Lustucru, c'est sans les œufs. Et finalement, il n'y a que le père Lustucru qui reste. Lustucru est né. Ah, c'est génial, c'est une belle histoire, comme quoi un bon dîner arrosé peut parfois donner naissance à quelques trésors, André. Sans l'alcool, il n'y aurait rien eu. Hein. En tout cas, ce sera les qui débarquent. Voilà. À consommer avec modération. Ce sera un réel succès en 1921. Eh bien, la production annuelle atteindra 3000 tonnes, André. Parlons à présent d'un célèbre fromage fondu qui traverse les générations et les frontières depuis près d'un siècle. C'est la fameuse vache qui rit. Son histoire n'a pas débuté dans une quelconque crèmerie du Jura. Guillaume Fischer, racontez-nous. Alors effectivement, l'histoire de la vache qui rit, en fait, débute pendant la Première Guerre mondiale. Un lieutenant qui est dessinateur dans le civil, qui s'appelle Benjamin Rabier, qui d'ailleurs a conçu le premier personnage de Tintin, donc Tintin Lutin, dont... Ça, c'est la légende. Mais ça s'appelait Tintin Lutin. Tintin Lutin. Et donc Hergé se sera inspiré de lui, c'est Hergé se serait peut-être inspiré de Benjamin Rabier. D'accord. Toujours est-il que le fameux Benjamin Rabier, qui est donc lieutenant dans l'infanterie, l'armée lui commande en fait un emblème pour les trains de ravitaillement en viande fraîche, puisqu'à l'époque il faut nourrir les poilus, la troupe, les millions de soldats français. Et donc le fameux Benjamin Rabier imagine le dessin d'une vache qu'il appelle la vache qui rit, évidemment référence à la Valkyrie allemande. C'est entre guillemets un pied de nez à l'ennemi prussien, à l'ennemi séculaire. Il pensait vraiment aux Valkyries. Bien sûr, c'est pour ça qu'il l'appelle la vache qui rit. Il aurait pu ça aurait été génial, attends Guillaume, la chevauchée des vaches qui rient. Ah ben exactement, la chevauchée des vaches qui rit. Toujours est-il que un soldat qui, lui, n'est pas lieutenant, qui s'appelle Léon Bell, qui est un industriel jurassien d'Orgelet, près de Lons-le-Saunier, remarque ce fameux dessin, le trouve beau, et se dit, après la guerre, je verrai pour ma fromagerie si je peux pas illustrer mes boîtes de fromage avec ce dessin. Donc, une fois la guerre terminée, le fameux Léon Bell, qui donc a donné naissance au groupe Bell, multinationale française actuelle, donc le fameux Léon Bell contacte Benjamin Rabier et lui demande de dessiner un emblème pour ces boîtes de fromage, mélange de comté, de cheddar. Alors,
les mauvaises langues disent que la vache qui rit, en fait, est faite à partir de rebut du comté. Mais ça, c'est les mauvaises langues. C'est les mauvaises langues. D'abord, il ne s'appelle pas vache qui rit, il s'appelle fromage moderne. Et c'est dans un deuxième temps qu'il s'appellera la vache qui rit. Les boucles d'oreilles de la vache qui rit ne sont pas non plus dues au hasard, puisque c'est la femme de Léon Bell qui les dessine. Ah ouais. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui à ce fameux dessin de fromage mondialement connu. Ah oui, mais la vache qui rit, vous allez au Vietnam, au Laos, au Cambodge, partout, la vache qui rit est sur les marchés, c'est incroyable. C'est vrai que c'est fascinant. Et d'ailleurs, cette vache qui rit a eu une histoire extrêmement forte avec un japonais, avec un taureau japonais, et son fils s'est appelé Hara. Très drôle, André. André, vous êtes en forme aujourd'hui. En tout cas, André Berkoff, de nombreuses marques françaises ont été propulsées à l'international grâce à des stars de la chanson et à des stars du cinéma. Bond. Eh yes, et non Raymond Bond. Alors grâce à Rien que vos yeux, que pour vos yeux, André Berkoff, eh bien, ce qui était le 12e opus de la saga James Bond, eh bien, la 2 chevaux a été connue dans le monde entier. Alors Guillaume Fischer, comment 007 s'est-il retrouvé au volant quand même de la plus franchouillarde des autos françaises? Parce qu'il faudrait quand même rappeler qu'il a toujours été à bord d'Austin Martin, enfin de voitures hyper sophistiquées. Quand même, c'est quoi ça? Alors effectivement, l'agent 007, soit il conduit une Aston Martin, soit il conduit une Lotus parfois. Et donc, l'histoire de Rien que pour vos yeux se passe en Grèce. Et effectivement, le producteur a l'idée de doter James Bond, cette fois-ci, d'une 2 chevaux. Au début, il avait pensé à une Austin, mais finalement, ça sera la 2 chevaux qui sera retenue pour ces courses-poursuites effrénées. On se rappelle, au milieu de routes escarpées, au milieu d'oliviers, le fameux le Roger Moore, donc accompagné de Carole Bouquet, saute les virages. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fameuse DS 007, en fait, était doté d'un moteur d'Ami 6 déjà, et surtout avait été caréné spécialement pour le film, par le fameux cascadeur britannique Ken Shepard. Ah oui, mais dites-moi, c'est Rémi Julien qui a donné l'idée au producteur donc de James Bond d'utiliser effectivement une 2 chevaux au lieu d'une Austin, c'est ça? Exactement. Ouais. Il y avait eu précédemment un tournage où Rémi Julien avait, et ses autres cascadeurs, avaient abîmé une dizaine d'Austin. Donc finalement... S'il faut économiser, quoi. Exactement. Mais il y aura quand même 2 des 3 de chevaux qui seront à la casse après le tournage de Rien que pour vos yeux. Ah oui, c'est extraordinaire. En tout cas, Citroën sera le premier constructeur non britannique adoubé par cette série et surfera effectivement sur l'événement. Alors, autre marque qui a été propulsée grâce à James Bond, mais aussi Indiana Jones, c'est Duralex, ce fameux verre gigogne fabriqué depuis 1945 par Saint-Gobain, Guillaume Fischer, c'est ça? Alors effectivement, Duralex naît dans le Loiret. Et donc, pourquoi s'appelle-t-il Duralex? Eh bien, c'est assez simple. La loi est dure, mais c'est la loi. Duralex, c'est de l'ex. Duralex, c'est de l'ex. Cette loi, ce verre, en fait, on pouvait le laisser tomber, l'utiliser comme un marteau, taper dessus, le faire passer de la glace à l'eau bouillante. C'était un petit peu sa marque de fabrique. Évidemment, le verre Duralex est connu pour être le verre fétiche des cantines. Eh oui. Chaque enfant de France a pu lire son âge sous le verre. J'imagine que vous avez fait ça, André. Duralex, non, moi je l'ai pas connu ça. Mais ce qui me frappe, c'est pourquoi il a réussi. Parce que qu'est-ce que c'était le secret de cette résistance? Je sais pas. C'est quoi?
C'est un four particulier qui est d'ailleurs renouvelé chaque année. La marque Duralex existe toujours, et d'ailleurs j'en profite pour lancer un petit appel à l'entrepreneur courageux qui a repris cette marque il y a quelques années et qui connaît des difficultés à nouveau, puisqu'il exporte 80% de sa production, et donc avec le Covid, ça a été un gros problème. En tout cas, ce qui est extraordinaire, c'est que Daniel Craig, dans Skyfall, il dégustait son whisky dans un Duralex. Alors les Français, c'est vrai, ils ont inventé donc des objets qui ont révolutionné le monde, la bicyclette, le champagne, le braille, le soutien-gorge moderne, André, la machine à calculer, le premier micro-ordinateur. Et figurez-vous qu'on a aussi inventé la première chaussure de sport pour le tennis, qui est devenue célèbre grâce à un célèbre quatuor de Liverpool. Abbey Road, les Beatles. Là, nous avons mis quelque chose appartenant au répertoire bardoutien, mon cher Thibaut. Mais on va retrouver Abbey Road. Et si tu l'as pas, nous allons enchaîner. Tu l'as pas ? Ok. Alors... Et oui, on voulait effectivement écouter cette célèbre chanson des Beatles, effectivement Abbey Road, le 12 septembre 69. Ils sortent Abbey Road, leur 11e album, André. Et sur la pochette, figure cette célèbre photo où ils sont photographiés sur le passage piéton devant les studios, où ils ont enregistré la majorité de leur répertoire. Et cette photo, Raphaël Turca, va changer la destinée d'une marque française. Ah oui, la photo est extraordinaire. Ils devaient partir d'abord au pied de l'Himalaya, et puis ils se sont dit, pour une pochette de disque, ça fait un peu loin. Et ils ont fait des économies, quoi. Ils ont fait des économies. Et ils ont bloqué la circulation d'Abbey Road. Et en traversant le passage piéton, avec John Lennon en tête, qui donc a les fameuses springs courtes. Je crois qu'il est suivi par Ringo Starr, qui doit être en boots. Il y a Paul McCartney qui est pieds nus. Et la marche est fermée par George Harrison, qui doit être en Clarks, si je me souviens bien. Bravo. Alors cette marque. Bravo Raphaël, non mais franchement. Qui a eu l'idée de cette marque ? Les choses, les godasses de chacun. Mais c'est vrai que c'est mythique. C'est mythique, on peut pas l'oublier. Une fois qu'on l'a vu, c'est clair. Alors c'est une petite entreprise. C'est une petite entreprise alsacienne qui fait des tonneaux. C'est la famille Grimmelsen, exactement. Ouais. Ils font des tonneaux et ils viennent s'installer à Paris, et un des fils se dit je vais améliorer les tonneaux avec du caoutchouc. Et donc toute la famille bosse sur du caoutchouc pour que les tonneaux soient plus étanches. De fil en aiguille, le caoutchouc des tonneaux devient une botte qui s'appelle la Colibri. C'est une botte qui est faite d'un seul tenant. D'un seul tenant, ouais, d'accord. Extrêmement étanche. Et le petit-fils, Georges, qui est un passionné de tennis, on commence à jouer au tennis, c'est dans les années 30, on commence à beaucoup jouer au tennis, s'aperçoit qu'il pourrait améliorer l'espadrille avec lesquelles les tennisman se déplacent sur le terrain. Ce qui est pas terrible. Ah oui, ce qui est incroyable, c'est qu'à l'époque, on jouait avec des espadrilles. Bien sûr, oui. Allez, André qui dit oui, bien sûr. Tu t'imagines jouer au tennis avec des espadrilles? 1922. On courait bien le marathon pieds nus, donc on peut jouer au tennis en espadrille. Et alors? Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était révolutionnaire cette invention quand même. Bah oui, parce que il y a une semelle de caoutchouc, c'est très ventilé, c'est extrêmement souple, et surtout ça rebondit un peu. Donc c'est spring pour ressort et court pour le cours de tennis. C'est ça, le cours de tennis. Et ça devient finalement ça devient la première sneaker, parce que elle ne reste pas juste sur les cours de tennis, elle s'inscrit comme une différenciation stylistique dans la société. On a parlé de John Lennon, il y a Jane Birkin aussi qui la porte souvent, Gainsbourg de temps en temps, et ça passe dans les cultures populaires. Est-ce que c'est devenu les répétos? C'est un peu la même chose? Non. Rien à voir. Alors justement, le succès de cette marque est immédiat, André Berkoff, et justement on va parler de cette marque que vous venez de citer, mais dans un instant. Mais avant, citons d'autres stars qui ont permis à d'autres marques françaises de chaussures françaises effectivement d'exploser mondialement, à savoir les Kickers que Rod Stewart et David Bowie portaient très souvent, et Brigitte Bardot donc a permis à une autre marque, une marque de ballerines, de rentrer dans la légende. C'était en 1956. Alors
ça, juste, c'est la scène de danse mythique dans Les dieux créa la femme, où Bardot est en train de danser, Kurt Jürgens qui la regarde, Dieu créa la femme, 1956. Roger Vadim, ça a lancé et Saint-Tropez, ça a lancé tout, quoi. Et ça a lancé évidemment Bardot, qui est devenu une star mondiale. Et là, elle portait quoi? Eh bien justement, elle portait ces fameuses ballerines, ces fameuses répétos. Quelle est l'histoire de cette marque, Raphaël Turca? Alors, elle portait les cendrillons de Repetto, à qui elle avait, elle avait demandé un modèle spécial pour elle. C'est le modèle de petites ballerines très à plat, très souples, qui dévoilent le haut du pied et qui sont aujourd'hui un des modèles iconiques de la marque. Repetto, c'est la mère de Roland Petit, qui n'est pas encore le chorégraphe qui mondialement célèbre qui va devenir, et qui revient tous les soirs de l'école de ballet de l'opéra, les pieds en sang, parce que il a pas les chaussures, qui conviennent. Et sa mère, qui est bistrotière et qui est une couturière émérite, se penche sur le problème et imagine une chaussure qui serait cousue retournée, extrêmement souple et qui protège le bout du pied. Et c'est sa mère qui imagine ça. C'est sa mère le soir, une fois que le bistrot est fermé. Elle se met derrière ça. Elle n'est pas du tout, elle n'est pas couturière. Non, c'est une maman émérite qui fait des vêtements pour son fiston. Et comme ça, je sais pas, le soir, elle invente ça. Elle invente ça. Et ça devient un énorme succès, parce qu'elle devient la chaussure et fournisseur des théâtres nationaux. D'accord. Repetto est né. Et puis au fur et à mesure, les modèles vont s'étendre. Il y a notamment la fameuse Zizi, qui a été faite pour Jean-Mère, la femme de Roland Petit. Ouais, exactement. Et qui a été adoptée bien sûr par Gainsbourg. Alors c'est pas une chaussure très virile, parce que c'est presque des mocassins effilés blancs. C'est ça. Ouais. Mais Gainsbourg lui donne ses lettres de virilité, et ses lettres de noblesse en même temps, en le portant avec une veste de smoking et un jean. Et ça a un effet terrible. Eh oui. En tout cas, revenons à Bardot, qui, elle, un jour, lors d'une interview à la question « Que portez-vous pour dormir ?» répondit « Les bras de mon amant », là où Marilyn Monroe aurait répondu « Quelques gouttes du numéro 5 de Chanel ». Alors, cette punchline de Marilyn, Raphaël Turca, a permis apparemment le succès du fameux parfum de Chanel. Racontez-nous. Oui, je pense pas que ça soit juste dû à ces mots de Marilyn Monroe, parce que c'est quand même... c'est Chanel, quand même. Ça sent bon, quoi, on va dire. Ça sent bon comme le pastis. Non, mais ce qui est très étonnant, c'est que personne ne sait exactement à quel moment Marilyn Monroe a prononcé ces mots sur quelques gouttes de Chanel m'habille la nuit, et on ne sait même pas si elle les a vraiment prononcés. Donc il y a eu des recherches qui ont été faites. C'est peut-être un storytelling de la marque, on ne sait pas. C'est un bon storytelling en tout cas, parce que... c'est un super storytelling. En tout cas, est-ce qu'on sait pourquoi Chanel l'a baptisé numéro 5 ? On sait parce que Ernest Beau, qui était le parfumeur, a présenté une vingtaine d'échantillons, 24 échantillons, je crois, à Gabrielle Chanel pour qu'elle choisisse son parfum. Et elle s'est arrêtée sur l'échantillon numéro 5. Et elle a dit, on l'appellera le numéro 5. Eh bien, écoutez... Et c'est devenu mondial. Eh oui, eh bien, on continue de parler, effectivement, de vous raconter des anecdotes étonnantes sur les plus grandes marques françaises dans un instant sur Sud Radio. Les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Mais oui, mon gros bêta, s'il n'en avait pas, il ne marcherait pas à l'endroit devant eux. Combien de générations ont chanté cela, hein? Les petits bateaux qui ont des jambes, s'ils n'en avaient pas, ils ne marcheraient pas. C'est bien. C'est vraiment... la chanson, elle est absurde et elle est formidablement absurde. Et oui, c'est une comptine, et en fait, effectivement. ça a aussi donné une marque, ça. Et oui, et il faut dire que cette comptine, la mélodie du moins de cette comptine est d'Éric Satie. Elle date de 1913 et elle a révolutionné effectivement l'histoire des sous-vêtements. On en parle tout de suite avec nos invités Guillaume Fischer et Raphaël Turca, qui publient donc chez Food Édition la petite histoire de 100 grandes marques Label France. Alors cette ritournelle, Raphaël Turca, a inspiré le créateur de la fameuse marque Petit Bateau qui est née en 1920. Oui, mais j'invite d'abord à tous les éditeurs à écouter la version de Satie qui s'appelle Description automatique, le vaisseau. Et de cette chanson, de cette mélodie qui est un peu niaise finalement, le
la version originale est d'une beauté à tomber, vraiment d'une beauté à tomber. Donc l'histoire de Petit Bateau, ça repose sur 3 coups de génie. D'abord, c'est de transformer les sous-vêtements en laine, ça devait un peu gratter, en coton. Ouais. Le deuxième coup de génie, c'est le fils de l'inventeur Pierre Valton, qui va couper les caleçons un peu longs plus haut, au-dessus de la mi-cuisse. Ça, on fait la culotte en coton. Et après, le père, qui a, je crois, 13 enfants. 13 enfants, ouais. Une nombreuse. Ouais, donc ça y va. Chante des comptines tous les soirs à sa marmaille pour l'endormir. Et il y a notamment cette chanson Petit Bateau qui lui trotte dans la tête tout le temps. En 1924, il se dit, bah voilà. Les petits bateaux. Petit bateau. Pardon, en 1920, Petit Bateau. Il dépose le nom Petit Bateau, qui va devenir la marque mondialement célèbre, portée par Marinette, l'égérie de la marque, une petite fille dodue et aux cheveux courts, très jolie. Extraordinaire, en tout cas, 30 ans après la naissance de la culotte, eh bien c'est celle du bas nylon. Et oui, Dim et son fameux coup d'éclat musical, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Quand et comment cette marque est-elle née, Raphaël Turquin ? Alors, elle est née en 1953. C'est Bernard Giberstein qui crée l'entreprise BJ et qui part aux États-Unis où il découvre le principe du collant, qui est beaucoup plus pratique que le bas et qui galbe la jambe, il lui donne un effet un peu bronzé. On connaissait pas encore en France. Ouais. Et il revient avec l'idée, il la commercialise, il appelle ça Bas Dimanche. Et puis, au fur et à mesure de l'évolution, la publicité s'empare de la société. Et Marcel Bechstein-Blanchet, qui dirige Publicis, lui dit « Bon, écoute, ton Bas Dimanche, c'est bien joli, on va appeler ça Dim. » Et ça devient un des collants les plus vendus. Et oui. Et qu'est-ce qui fait que cette marque est rapidement devenue donc le deuxième fabricant de collants au monde alors ? Eh ben, c'est grâce à une campagne de publicité qui est tournée par Yvon-Marie Coulet, qui est un publicitaire à l'époque, qui doit faire un film à Marrakech. Et la musique originelle qui a été composée par Michel Colombier qui a fait entre autres la musique d'une chambre en ville, qui est un grand compositeur de films. Il y a un problème de droit. Donc il faut trouver une autre chanson, un autre air. Et Yvon-Marie Coulet a dû voir la veille un film qui s'appelle The Night of the Fox, qui est une série B hollywoodienne, dont la musique a été composée par Lalo Schifrin. The Fox, Lalo Schifrin. Et c'est sublime, c'est le triste, cadre des bandes annonces. Ouais. C'est mélancolique, c'est merveilleux. Donc ça convient pas du tout pour donner assez de dynamique à la marque. Mais le beat est accéléré et ça fait cet air qui va trotter dans la tête de millions et millions de personnes pendant des années. Encore aujourd'hui, qu'on le passe, là, ça dit tout quelque chose. Ah ben c'est vrai que c'est resté, quoi. Même incroyable. maintenant, de façon formidable, quoi. C'est fabuleux. Tout le monde, toutes les nanas portent des Dim. Et en 1973, eh bien, Dim est racheté par le groupe Bic, qui est aujourd'hui donc le leader mondial du stylo et du rasoir jetable. Cette société a été créée en 1950 par Marcel Bic. Comment a-t-il eu cette idée d'invention du stylo Bic ? Racontez-nous, Guillaume. D'ailleurs, on dit le Bic, on dit plus un stylo, presque, on dit un Bic. Oui. Enfin, ou presque. Alors effectivement, Marcel Biche est un ressortissant franco-italien qui croit avoir cette super idée du stylo Bic. Il faut quand même se rappeler que après-guerre, c'est la plume qui est encore la plume sergent-major qui est encore largement utilisée par les écoliers. Mais en fait, cette idée n'est pas de Bic, elle est d'un Hongrois qui s'appelle László Bíró, qui n'est pas resté dans l'histoire mondiale. Et c'est lui qui a conçu ce stylo Bic en prenant exemple sur la brouette, la roue de la brouette qui roule sur de la boue. Et il s'est dit, je vais imprégner ma feuille de papier avec de l'encre sur le même système que la roue. Et d'ailleurs, c'est devenu la bille. Incroyable. Ah oui, c'est le stylo à bille, c'est ça. Est inspiré de la brouette. La brouette, ouais. Et donc, en fait,
par rapport, Marcel Bich ne dépense pas trop en marketing, puisqu'il enlève simplement le H de son patronyme pour imaginer, effectivement, Céline a raison de le rappeler, l'une des plus fameuses marques mondiales de stylos et de rasoirs. Et oui, et on le sait, eh bien, ça deviendra un empire. L'empire Bic pesait 6 milliards d'euros en 2018, 65 ans donc après sa création. Eh bien, la famille du baron possède toujours plus de la moitié du leader mondial du stylo et du rasoir jetable. Guillaume Fischer et Raphaël Turca, merci d'être venus sur Sud Radio. Je rappelle que votre livre, La petite histoire de son grande marque, La Belle France, de 1846 à nos jours, est publié chez Food Éditions. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaie. Aujourd'hui, elle reçoit la psychanalyste Sophie Peter. La liberté et l'amour sont-ils compatibles? Réponse Vrai problème. dans un instant sur Sud Radio.